Imaginez, nous sommes en 1685. Vous êtes un jeune noble de province et vous arrivez enfin au centre du monde, Versailles. À travers la vitre de votre carrosse, le spectacle est hallucinant. Les jardins d'André le Nôtre s'étendent à l'infini, les fontaines crachent de l'argent liquide et l'or des façades vous éblouit. Vous vous dites, c'est ici que réside la perfection divine. Mais dès que vous posez le pied à terre et que vous franchissez le seuil du château, la gifle n'est pas visuelle. Elle est olfactive. Une odeur massive, compacte, mélange de marée basse, de charogne, d'urine fermentée et de sueur rance vous saute à la gorge. Bienvenue dans le plus beau palais d'Europe, qui est aussi, techniquement, le plus grand dépotoir à ciel ouvert du continent. Comment la France de Louis XIV, capable de détourner des rivières pour ses jets d'eau, a-t-elle pu échouer à installer une simple chasse d'eau? Pourquoi les plus grandes duchesses préféraient-elles se soulager derrière un rideau de velours plutôt que d'utiliser un cabinet? Aujourd'hui, on soulève les perruques et on gratte le fard. On plonge dans les secrets salles de Versailles. Pour comprendre pourquoi Versailles puait, il faut d'abord comprendre une chose essentielle. Au XVIIe siècle, on a peur de l'eau. Et ce n'est pas une question de paresse, c'est une question de survie. Depuis la grande peste noire du XIVe siècle, la médecine a décrété que l'eau chaude était un poison. Pourquoi? Parce que les médecins pensent que l'eau chaude ouvre les pores de la peau. Et si vos pores sont ouverts, c'est une porte d'entrée monumentale pour les miasmes, ces mauvaises odeurs transportant les maladies. Se baigner, c'est littéralement inviter la mort à entrer dans votre corps. Le roi Soleil lui-même n'a pris que 2 ou 3 bains complets dans sa vie d'adulte, et c'était sur prescription médicale avec une appréhension totale. Alors, comment faisait-on pour être propre? On pratiquait la toilette sèche. On se frottait la peau avec des linges secs ou imbibés d'un peu de vinaigre ou d'alcool pour décaper la crasse sans mouiller les pores. Mais le vrai secret de la propreté royale, c'était le lin. À Versailles, on ne lave pas son corps, on change d'enveloppe. Louis XIV change de chemise de lin jusqu'à 5 fois par jour. On pensait que le lin blanc avait une vertu absorbante. Il aspirait la sueur et les impuretés de la peau. Si votre col de chemise était blanc éclatant, vous étiez considéré comme propre, même si votre peau ne l'avait pas vu de l'eau depuis 6 mois. Interactivité. Imaginez l'odeur de fermentation sous 3 couches de soie et de velours en plein mois d'août. Et vous, pourriez-vous tenir une semaine sans douche, juste en changeant de t-shirt? Maintenant, parlons du problème logistique. Versailles n'est pas qu'un palais, c'est une ville verticale. Entre 3000 et 10 000 personnes s'y croisent chaque jour. Princes, valets, courtisans, marchands et simples curieux. Et devinez quoi? Il n'y a quasiment pas de latrines. On utilise des pots de chambre, bien sûr. Mais que faire quand le pot est plein? Les valets, appelés les chauniers, sont censés les vider dans des fosses. Mais le palais est si grand que beaucoup choisissent la voie courte. On vide le pot par la fenêtre, dans les cours intérieures, ou pire, dans les conduits de cheminées inutilisés. Les escaliers de service sont de véritables cloaques. Les courtisans, pressés par une envie soudaine au milieu d'un bal, ne vont pas traverser 500 mètres de galeries pour trouver leur pot de chambre. Ils s'isolent dans un recoin, derrière une tapisserie des Gobelins ou dans l'embrasure d'une fenêtre. C'est devenu un tel enfer que Louis XIV a dû publier un édit célèbre interdisant de faire ses besoins dans les couloirs et derrière les portes. Quand le roi de France doit légiférer sur vos envies pressantes, c'est que la situation est hors de contrôle. L'odeur de l'urine fermentée sur le bois précieux et la pierre était constante. Pour masquer tout ça, on brûlait de l'encens et on utilisait des parfums ultra puissants à base de musc et de civette. Le problème? Le mélange parfum-excrément était encore plus écœurant que l'odeur d'origine. À Versailles, même l'acte le plus intime est un acte politique. On arrive ici au sommet de l'étrange, le rituel du grand lever.
Chaque matin, le roi se réveille devant une foule de courtisans triés sur le volet. Et parmi les moments les plus prestigieux de cette matinée, il y a le passage sur la chaise percée. C'est un fauteuil en bois précieux, souvent recouvert de velours rouge, avec un trou au milieu et un bassin en dessous. Le roi s'y assoit, fait ses affaires et discute des affaires de l'État. Pour un courtisan, être présent pendant que le roi se soulage est l'honneur suprême. Pourquoi? Parce que c'est un moment de proximité absolue où l'on peut glisser une demande de pension ou un secret à l'oreille du souverain. Il existait même un officier de la maison du roi dont le titre fait rêver. Le porte-chaise d'affaires. Son rôle? Transporter la chaise percée derrière le roi, car le souverain doit pouvoir se soulager n'importe où, n'importe quand. Ce n'était pas un métier de sous-fifre, c'était une charge qui s'achetait très cher, car elle garantissait un accès illimité à la personne royale. Interactivité. Seriez-vous prêt à porter le pot de chambre du patron pour obtenir une promotion? À Versailles, la réponse était un oui enthousiaste. Si on ne se lave pas le corps, on ne se lave pas non plus les cheveux. Louis XIV a lancé la mode des perruques monumentales parce qu'il commençait à perdre ses cheveux très jeunes. Mais ces perruques, faites de crins de cheval ou de cheveux humains, étaient de véritables nids à vermine. Puces, poux et punaises y logeaient confortablement, attirés par la graisse et la poudre d'amidon qu'on utilisait pour les entretenir. Les nobles portaient sur eux de gratte-perruques, de longues tiges d'ivoire ou d'argent pour se gratter le cuir chevelu en public sans faire tomber l'édifice. Et le visage? On ne le lave pas, on le peint. On utilise du blanc de céruse pour obtenir ce teint de porcelaine si aristocratique. Le problème? La céruse est à base de plomb. C'est extrêmement toxique. Elle ronge la peau, provoque des cicatrices et finit par empoisonner le sang. Pour cacher les trous et les boutons causés par la crasse et le maquillage au plomb, on invente les mouches, ces petits morceaux de taffetas noir collés sur le visage. À l'origine, c'était un cache-misère pour dissimuler une pustule ou une cicatrice de petite vérole. C'est devenu l'accessoire de mode ultime, avec un langage codé. Une mouche près de l'œil signifiait l'assassine, sur la joue, la galante. En résumé, sous la soie, il y a de la crasse, sous le fard, il y a des plaies, et dans la perruque, ça grouille. Il faudra attendre le milieu du XVIIIe siècle pour que les mentalités changent. Une certaine Marie-Antoinette, influencée par les idées nouvelles et son éducation autrichienne, va remettre le bain à la mode. Elle adore l'eau, les bains de fleurs et la propreté plus naturelle du petit Trianon. Les premières véritables salles de bain apparaissent au temps fin. Versailles nous fascine par sa splendeur, mais sa réalité était organique, odorante et parfois brutale. C'est le paradoxe absolu de l'esprit humain. Être capable de composer des chefs-d'œuvre de musique classique tout en vivant dans une atmosphère de fosse sceptique. Alors, la prochaine fois que vous entrez dans votre douche chaude le matin, ou que vous utilisez votre salle de bain carrelée et désodorisée, s'il vous plaît, ayez une petite pensée émue pour les ducs et duchesses de Versailles. Vous vivez aujourd'hui avec un luxe d'hygiène que Louis XIV, le roi Soleil, n'aurait même pas pu s'offrir avec tout l'or de son royaume. Et vous, quelle est l'anecdote qui vous a le plus dégoûté? Dites-le moi en commentaire, et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres plongées dans les coulisses de l'histoire.